Bonjour à tous, est-ce que tout le monde est connecté? Bon, je vais vous demander de m'envoyer un petit message, a priori c'est bon, mais m'envoyer un petit message dans le chat pour valider que le son est bon. Vous nous entendez bien, suffisamment fort, ça grésille pas. Ok, impeccable. Donc, nouvel épisode de France DevOps, numéro 5, numéro 6, je sais plus où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien d'AWS qui va nous expliquer comment automatiser votre data center avec le Cloud Development Kit d'AWS, évidemment. Avant ça, un petit rappel, n'hésitez pas à aller sur francedevops.fr pour avoir la liste des prochains talks. On en a déjà un qui est planifié le 15 janvier et il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Une question qui nous est aussi posée de temps en temps, il y aura bien un replay qui sera aussi disponible sur francedevops.fr une fois qu'on aura finalisé le montage. Sébastien, je te laisse la parole. Bon courage. Merci Thomas. Oh, c'est pas une question de courage. Merci Thomas, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour ce talk. Juste avant qu'on commence, Thomas me disait que vous êtes nombreux à vous connecter de plein de pays différents et c'est ça l'avantage de faire ces talks en ligne, c'est qu'on parle plus qu'à la France, mais vous êtes au Bénin, au Sénégal, au Luxembourg, au Canada. Canada, vous êtes tôt, hein, il est 6 heures du match chez vous si je compte bien. Donc merci d'être là en tout cas et de passer votre pause midi avec nous. Comme l'a dit Thomas, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez automatiser votre data center, pourquoi c'est intéressant d'automatiser son data center, pourquoi et comment vous pouvez transformer votre data center en un programme Python, ou plutôt l'inverse, comment vous pouvez programmer un programme Python ou TypeScript ou Java, hein, ici je ne suis pas du tout sectaire sur un langage de programmation, en une infrastructure informatique qui, avant, dans l'ancien monde, se trouvait dans un data center, qui aujourd'hui se trouve dans le cloud. Je m'appelle Sébastien Stormack, je suis développeur advocate chez Amazon Web Services en France. Et donc, c'est avec moi que vous allez passer les prochaines 45 minutes. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Thomas fera un résumé des questions, pas dans le chat, dans le tab questions de la plateforme. Vous pouvez upvoter des questions, downvoter des questions et je répondrai aux questions les plus courantes à la fin de cette session. À la fin de cette session, je vous proposerai également un petit formulaire d'évaluation très court, anonyme, et vous pouvez gagner 25 $, de crédit AWS à mettre sur votre compte. Donc, restez jusqu'à la fin, répondez aux 5 questions et empochez le petit code qui vous permet d'avoir les 25 $. C'est un petit cadeau de fin d'année. C'est une session avancée. Chez nous, on met les sessions en level 100, 200, 300. Niveau 300, ça veut dire que je suppose que vous connaissez déjà quelque chose sur le sujet de l'automatisation des data centers. Je vais parler un tout petit peu de CloudFormation au début, mais ce n'est pas du tout une introduction comment faire. C'est un talk plutôt avancé pour ceux qui utilisent déjà AWS, et donc je suppose que vous utilisez déjà AWS et que vous voulez aller plus loin. Donc, dans cette session, je ne vais pas parler d'infrastructure as click. Vous savez, l'infrastructure as click, c'est quand on clique dans la console pour créer son infrastructure. Il n'y a pas de honte à faire ça, on le fait tous. Moi, je le fais aussi. C'est le moyen idéal de découvrir un nouveau service ou de se faire la main, d'explorer toutes les options qui sont possibles. En revanche, évidemment, ce n'est pas le bon moyen pour déployer des systèmes en production. L'infrastructure as click, elle n'est pas copiable. Comment vous faites si vous devez déployer 3 fois le même environnement, comme dev, test et prod par exemple, sur 2 régions différentes, donc 6 environnements au total. En infrastructure as click, vous allez vous planter. Comment vous tracez qui a changé quoi et quand? Comment vous documentez l'infrastructure? Il n'y a pas moyen de faire ça en infrastructure as click. C'est pour ça que ceux qui utilisent AWS de façon plus avancée utilisent l'infrastructure as code. Alors, je ne parlerai pas non plus des bénéfices de l'infrastructure as code. Je ne dirais pas que ça permet de répéter ses déploiements, que ça permet de versionner vos changements, que ça vous permet de tourner des tests unitaires sur votre infrastructure, que ça vous permet de faire de l'intégration, du déploiement continu, d'appliquer toute la puissance et la flexibilité de l'ingénierie logicielle à votre infrastructure. Et un client qui me disait l'autre jour, ça me permet d'avoir tous mes data centers sur une clé USB et dans un repo Git.
Alors, je ne parlerai pas non plus de comment faire de l'infrastructure as code. Il y a plein de moyens, vous savez, il y a CloudFormation, Troposphere, Terraform. Donc, ce n'est pas dans ce talk que vous verrez des tableaux comme celui-ci qui compare les différentes solutions disponibles. Alors, c'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver, hein. Rien que chez nous, nous avons 4 moyens différents, plus ceux que j'ai oubliés, pour coder votre infrastructure. Est-ce que vous devez utiliser CloudFormation, Terraform? Est-ce que vous devez utiliser SAM ou serverless? Et puis, quid des technologies que vous utilisiez avant, Ansible, Chef, Puppet, est-ce que c'est toujours d'actualité au XXIe siècle, en 2020, dans le cloud? Bon, bah alors, c'est quoi qu'on va parler alors, hein? Bah, comme disait Coluche, c'est l'histoire d'un mec, vous connaissez certainement les histoires qui commencent comme ça, c'est l'histoire d'un mec qui devait gérer de l'infrastructure, il devait provisionner des réseaux, des permissions, des machines, des applications dans le cloud, et avant, on provisionnait comme ça. On mettait des machines dans des racks, on les bootait à partir d'un serveur de boot sur le réseau, quand on était bien équipé. Parfois, on les bootait avec un CD-ROM. Et puis, depuis une dizaine d'années, puisque CloudFormation a été lancé en 2011, sauf erreur de ma part, on peut créer son infrastructure avec un outil qui s'appelle CloudFormation, son infrastructure du cloud. Donc, on écrit un JSON, maintenant on écrit un YAML, et CloudFormation exécute, entre guillemets, ce YAML ou ce JSON pour créer votre infrastructure, mais également pour la mettre à jour et également pour l'effacer si vous n'avez plus besoin de votre infrastructure. Alors, au fil des années, nous avons amélioré CloudFormation sur base de vos feedbacks, on vous a écouté, et on a ajouté des fonctions plus avancées, dont je vais toucher quelques mots là maintenant. Par exemple, on a introduit StackSet. Alors, StackSet, c'était formidable, ça vous permet de déployer un stack sur plusieurs comptes et plusieurs régions en une seule opération. Ça veut dire que vous pouvez déployer la même infrastructure sur plusieurs comptes, votre compte de dev, de test, etc., et dans plusieurs régions. Plus récemment, on a intégré StackSet à organisation. Ça veut dire que si vous avez vos comptes qui sont groupés dans une organisation, vous pouvez configurer l'organisation pour automatiquement déclencher un StackSet quand un compte rejoint une organisation ou quand elle quitte une organisation. Imaginez que vous ayez un nouveau développeur qui rentre dans votre société, dans votre département, et que votre politique, c'est de donner un compte AWS à chacun des développeurs. Bien, dès que le compte de ce développeur a rejoint votre organisation, il va être automatiquement configuré selon votre script CloudFormation, par exemple pour collecter les logs, par exemple pour mettre des services VPC, comme des connection peering pour qu'ils puissent accéder à des services partagés qui sont dans d'autres comptes, etc. Donc tout ce qui est infrastructure de base, peut-être à activer CloudTrail aussi pour s'assurer que CloudTrail soit activé, peut-être enlever quelques permissions aux développeurs pour qu'ils ne puissent pas désactiver ces choses-là par erreur, par exemple. Donc, CloudFormation permet aussi, depuis quelque temps, d'importer des ressources dans un stack. Imaginez qu'à côté des ressources managées par le stack CloudFormation, vous créez rapidos un petit serveur à la main dans la console, et puis ce serveur, petit à petit, il prend de l'importance, il devient clé. Vous pouvez maintenant importer ce serveur dans votre stack pour le prendre en compte lors de vos futurs déploiements ou dans la création de nouveaux environnements. Vous pouvez aussi gérer vos propres ressources avec CloudFormation. Alors là, je vous entends dans le fond de la salle qui dit: «Ah ouais, c'est pas nouveau, les custom resources dans CloudFormation, ça existe depuis le début». C'est vrai que moi, quand je donnais des cours à AWS, j'expliquais qu'on pouvait démarrer une machine virtuelle EC2 et puis faire du polling de CloudFormation pour savoir: tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre à jour? Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à créer? Et puis exécuter une application sur cette machine pour créer une ressource custom. On a radicalement simplifié ça, d'abord en migrant de C2 vers Lambda. Donc maintenant, vous ne devez plus avoir une instance EC2 qui tourne 24/24 pour faire des custom resources, mais ça peut être des fonctions Lambda. Et puis on a enrichi, je crois que c'était fin de l'année passée, CloudFormation dispose maintenant d'un modèle enrichi pour la création des ressources managées, des ressources gérées. Et c'est le même modèle que nos équipes en interne utilisent pour exposer leurs services sur CloudFormation. Donc les outils que vous pouvez utiliser pour créer des custom resources, ce sont les mêmes que les autres équipes AWS. En fait, chaque service exposé à travers CloudFormation est une custom resource de CloudFormation. Ces custom resources, maintenant, elles peuvent être partagées entre plusieurs comptes. On a aussi créé une marketplace qui permet de les distribuer ou de les découvrir. Il y a une ligne de commande dédiée pour vous aider à créer vos schémas et construire vos services et vos ressources. En parlant avec nos clients qui utilisent CloudFormation depuis presque 10 ans, on a identifié vos best practices.
comment découper le template en groupes fonctionnels, comment les lier les uns avec les autres. Ça permet de mieux maîtriser la complexité. Ça permet de disposer de plus petites unités de test ou de déploiement. Les change sets dans CloudFormation, ça vous permet d'identifier, de confirmer les changements dans un template avant de les déployer. C'est comme un peu faire un diff dans GitHub avant d'exécuter un changement. On peut aussi visualiser les ressources qui seront créées, qui seront modifiées, qui seront supprimées par l'exécution de votre template. Une autre best practice que nous avons identifiée, c'est de ne pas stocker vos secrets. Vous savez, vous créez une base de données dans CloudFormation et puis le mot de passe est codé en dur dans le template. Mauvaise pratique parce qu'en général, les templates, ils se retrouvent dans un repo de code partagé au niveau de votre département quand ce n'est pas en public. Donc, ne faites pas ça. Vous pouvez utiliser Secret Manager, qui est un service qui, comme le nom l'indique, stocke vos secrets. Et les deux services sont intégrés. Vous pouvez référencer un secret de Secret Manager depuis votre template. C'est au moment de l'exécution du template que le secret, le mot de passe ici en l'occurrence, sera extrait de Secret Manager et injecté dans le service RDS. Comment est-ce qu'on teste un template CloudFormation ? Le plus simple, c'est d'utiliser un linter, par exemple CFN Lins, que vous pouvez installer avec pip install ou brew si vous êtes sur Mac ou sur Linux. Il existe aussi un plugin pour Visual Studio Code qui vous donnera des indications visuelles dans votre éditeur de code. Par exemple, ici, il me dit attention, cet argument-là, donc le petit exemple que vous avez là à l'écran, c'est pour créer un security group. Et j'ai passé des arguments, les ports TCP, sous forme de chaîne de caractères, de string, plutôt que des chiffres. Donc, je peux être informé de ce type d'erreur avant d'exécuter mon template. Évidemment, je peux exécuter CFLint en ligne de commande également. Ça veut dire qu'on peut intégrer CFLint dans mes chaînes d'intégration continue, de déploiement continu. J'en reparlerai dans un moment. Mais ça veut dire que ces tests peuvent être effectués automatiquement à chaque fois que vous souhaitez faire une modification sur votre infrastructure. Un autre moyen, c'est d'utiliser TaskCat. Alors, TaskCat, c'est un outil qui teste les templates CloudFormation en les déployant sur plusieurs régions. Et puis, il regarde le résultat et il vous fait un rapport qui dit région par région, le template est passé ou il n'est pas passé. Alors, pourquoi est-ce qu'un template pourrait passer dans une région et pas dans l'autre ? J'entends la question aussi. Ça arrive très souvent, en fait, quand vous référencez des ressources. Vous avez hardcodé un subnet ID, un VPC ID, vous hardcodez un nom de paire de clés ou un security group. Voilà, il suffit que la ressource n'existe pas dans la région et l'exécution du template va échouer. On peut lui passer des paramètres à TaskCat. On peut lui dire dans quelle région il doit s'exécuter. C'est un outil Python, donc vous l'installez avec pip install TaskCat et puis vous tapez TaskCat test run. C'est pas facile à prononcer. Donc voici un exemple dans ma console. Je fais TaskCat test run et je vois qu'il lance ces templates dans plusieurs régions en parallèle. Et après un certain temps, ça dépend de vos templates. Quand tout va bien, on a la fameuse ligne stack launch was successful et je sais que mon template fonctionne dans toutes les régions. Et StackCat est poli et gentil avec moi. Il efface les templates après, donc je ne paye pas au-delà du temps que sert le test. Donc ça, c'est le résultat quand tout va bien. Et puis, nos clients, ils nous disent aussi, maintenant qu'on a du CloudFormation, on peut automatiser notre déploiement d'infrastructures. Donc, on peut appliquer les meilleures pratiques logicielles qu'on applique à son code, normalement, sur l'infrastructure. Et on peut créer des pipelines qui se déclenchent automatiquement quand votre template est modifié. On peut utiliser Code Pipeline, Code Commit ou Git ou GitLab, par exemple. Code Build pour lancer des commandes comme CFNLint. Code Build peut aussi lancer des lambda qui va lancer TaskCat, ou vous pouvez lancer TaskCat depuis Code Build également. Vous avez plusieurs options pour vérifier, pour tester vos templates. Et si tout est bon, alors seulement les déployer dans vos environnements de staging et de production. Alors, CloudFormation, c'est bien, mais j'ai rencontré un autre mec qui m'a dit, et c'est ce que les clients nous disaient, au final, CloudFormation, c'est du JSON, c'est du YAML.
Alors, je ne veux pas rentrer dans les débats. J'ai vu des débats très chauds sur certaines mailing lists ou dans des médias sociaux en disant ouais, bah, YAML, c'est quand même un langage de programmation. Je ne veux pas rentrer là-bas. Mais mon point ici, c'est que c'est assez bas niveau. Et ce n'est pas la faute de JSON ou de YAML, c'est CloudFormation est assez bas niveau. Il y a quasiment une parité 1-1 entre les API d'AWS et CloudFormation. Moi, je dis, notre équipe de CloudFormation n'aime pas quand je dis ça, mais j'assume, c'est un peu comme le langage assembleur du code. C'est au niveau de l'API. Par exemple, il faut 400 lignes de code YAML en CloudFormation pour créer un réseau avec des subnets privés, publics, une NAT gateway. 400 lignes de code. Donc, c'est l'histoire d'un autre mec qui, lui, est développeur. Il code en Python, si c'est un sysadmin, ou en Java, ou en JavaScript, ou en TypeScript, par exemple. Il se dit, pourquoi ne pas utiliser toute la puissance d'un langage de programmation moderne pour définir une infrastructure qui va supporter mon appli? Et tadam, voilà, c'est le CDK, Cloud Development Kit. Donc, le Cloud Development Kit, c'est un framework de programmation dans un langage de haut niveau qui permet de définir votre infrastructure. On supporte plusieurs langages de programmation, donc vous pouvez programmer votre script CDK en Python, en JavaScript, en TypeScript, en Java et en C#. Et au final, on ne réinvente pas la roue, évidemment. Cloud Development Kit génère du CloudFormation. Donc pour vous, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'utiliser un langage de programmation de plus haut niveau comme Python ou TypeScript. Je vais juste prendre ces deux-là dans tout le reste de mon talk. Mais chaque fois que je dis Python ou TypeScript, pensez que ça peut être Java, JavaScript ou C#. Ça veut dire que vous pouvez avoir des if, des boucles, for, while. Vous pouvez créer des objets et encapsuler des comportements ou des design patterns ou des best practices. Et nous le faisons pour vous, je vais y revenir dans un moment. Dans votre éditeur de code, vous pouvez avoir du syntax highlighting, la reconnaissance des différents éléments avec des codes couleurs différents. Vous pouvez avoir du code completion, surtout si c'est un langage fortement typé comme TypeScript ou Java. Je peux taper DOM, contrôle espace, et il va me proposer automatiquement, l'IDE va me proposer automatiquement les noms de variables qui collent avec une petite fenêtre, comme vous le voyez à l'écran, qui indique la documentation. Et puis, c'est du code, donc je peux faire du test unitaire dessus, et j'y reviendrai dans un moment. Donc, la base de CDK, c'est vous qui créez des apps. Une app est faite d'un ou plusieurs stacks. Vous pouvez avoir un stack pour votre réseau, un stack pour des services partagés, un stack pour vos bases de données, un stack pour votre app serveur, etc. Et dans chaque stack, on déploie des ressources. Donc, dans le monde de CDK, on appelle ça des constructs. Construct, c'est un peu comme un objet, comme une classe Java ou une classe Python, par exemple. Et puis, le CDK lui-même, c'est une ligne de commande qui va exécuter ce code, Python, TypeScript ou autre, et qui va générer un template CloudFormation pour vous, éventuellement des fichiers zip, s'il y a du code à zipper, etc., et va déployer ça sur CloudFormation comme vous le faites avec CloudFormation naturellement. Donc, CDK ne réinvente pas la roue. Tout ce qu'il fait, c'est générer du template CloudFormation. Et by the way, depuis quelques mois, CDK a reçu un plugin de HashiCorp pour générer du Terraform. Donc tout ce que je dis là, CDK, à partir de CDK, vous pouvez soit générer du CloudFormation, soit générer du Terraform en fonction de vos préférences. Alors, allons regarder à quoi ça ressemble. Créer un VPC. Ça tombe bien, il y a un objet VPC que je peux implémenter. Je lui donne un nom, puis il a toute une série de propriétés, mais elles sont toutes avec des valeurs par défaut. Donc, je peux juste dire, par exemple, le max easy, le nombre de d'availability zone, d'easy, il y en aura 2. Et donc, en 3 lignes de code, et 3 parce que je suis gentil, parce que je les ai bien alignés, etc. Sinon, ça tient sur une ligne à l'écran. 3 lignes de code, je crée un VPC, là où il m'en faut 400 lignes de code. Ça va me créer un VPC avec des subnets publics, subnets privés, sur 2 ESI, avec une NAT gateway, avec toutes les tables de routage, avec une Internet gateway, toutes les tables de routage qui vont bien pour que je puisse commencer à utiliser mon VPC immédiatement après ça. 3 lignes de code. Ensuite, imaginez que je veux déployer une application web statique qui se trouve dans ma directory HTML sur mon laptop. Eh bien, je crée un objet assets, qui est le nom de mon application, et je lui dis les assets, your sample app sera ma directory ./HTML. Donc là, il va me créer un fichier zip, un bucket S3 et uploader tout ça sur S3. Si
je veux utiliser cette application-là à partir d'un serveur web, une instance EC2. Je peux créer une instance EC2, on va regarder ça en détail dans une minute. Et vous savez que pour bootstrapper une instance EC2, pour qu'elle s'auto-configure au moment où elle démarre, vous pouvez lui passer un script user data. Vous pouvez faire la même chose avec CDK. Vous créez un objet user data et vous tapez vos commandes. Ici, c'est un yum install de Nginx, un check config Nginx pour s'assurer qu'un Nginx redémarre automatiquement. Et puis, souvenez-vous, mon assets, c'est un fichier zip qui a été uploadé sur S3. Donc, sans connaître le nom du bucket ou le nom de la clé, je peux simplement référencer ma variable assets qui a été créée juste avant et mettre dans mon script user data une commande S3 copy qui va copier de S3 vers ma directory courante, mon asset, unzipper et copier tout cela vers la directory HTML de Nginx. Et voilà comment je peux bootstrapper un serveur EC2. Si je veux mettre ce serveur EC2 dans un auto-scaling group, je crée un objet auto-scaling group, je lui passe le VPC, le type d'instance, les MI, la capacité, le rôle, les user data, et il me crée l'autoscaling group automatiquement. Donc très 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 peu de lignes de code et du code écrit dans un langage de programmation de haut niveau. Alors vous le savez, en programmation, on aime bien encapsuler les éléments communs de manière à éviter de devoir réécrire du code. On crée des objets, des librairies, ça dépend du nom du langage qu'on utilise. Et avec les CDK, on appelle ça des constructs. Alors, des constructs, c'est du code CDK qui encapsule des éléments de plus bas niveau ou des design patterns. Par exemple, nous avons un design pattern pour créer un cluster Fargate avec un load balancer. Donc Fargate, c'est le service qui permet de faire tourner des clusters de containers, soit orchestrés par ECS, notre orchestrateur maison, soit orchestrés par Kubernetes, mais en mode serverless, sans serveur à exécuter. Et donc, créer un cluster Fargate en CDK, il y a une pattern pour ça, il y a une construct pour ça. C'est juste un new, le nom du cluster et l'image, et il va me créer par défaut un cluster. Donc, par défaut, il va me créer plus de 800 lignes de code CloudFormation avec un VPC, avec des SafeNet, Elastic IP, NAT Gateway, Internet Gateway, des routes, routing table, un load balancer avec les security groups, des listeners, target group, un cluster Fargate avec des rôles IAM, des log groups, une configuration, et puis une task definition pour faire tourner, une task definition, c'est comme un pod dans Kubernetes pour faire tourner mon container avec image, CPU, mémoire, etc. Tout ça en 3 lignes de code. Alors, vous pouvez créer vos propres constructs, par exemple. Nous en fournissons des tonnes. Il y en a, bizarrement, qu'on n'a pas faites. Pour créer une instance EC2, si vous essayez de le faire en CDK, vous allez voir, c'est assez bas niveau, parce que quand il n'y a pas de construct, CDK retombe sur une parité avec CloudFormation. Et donc, ces classes qui s'appellent comme là CFN Instance, elles sont vraiment mappées one-to-one avec les paramètres que vous allez retrouver dans CloudFormation. Donc, vous voyez, créer une instance EC2, ce n'est pas très developer-friendly. Il faut passer une image ID, un instance type, il faut créer une network interface, mettre le subnet ID. Il faut se souvenir que le script user data, il doit être encodé en base64, donc il faut appeler une fonction pour faire l'encodage base64. Tout ça, c'est des chaînes de caractères, donc il y a des risques d'erreur. Ce qui me dit que instance type T3 micro, ça existe. Si j'ai fait une faute de frappe dans T3 micro, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, en tant que développeur, moi, je préférerais avoir un objet typé, fortement typé. Donc, je pourrais créer ma propre classe, une classe qui s'appelle EC2 Instance Prop, par exemple, qui prend une machine image qui est vraiment de type machine image, une instance type qui est de type instance type, un user data, etc., etc. Et puis, en tant que développeur, je crée une classe EC2 qui reçoit en paramètre ces paramètres et puis qui va chercher dans ces paramètres que j'ai reçus la bonne valeur pour mapper ce que la classe EC2 de bas niveau a besoin. Donc vraiment une chaîne de caractères qui présente l'image ID, un type d'instance qui est vraiment une chaîne de caractères, je crée le network interface, etc. Mais ça, je le fais qu'une seule fois. Moi, développeur de la construct, je peux même faire d'autres choses. Je peux en profiter pour rajouter des design patterns. Si dans votre société, vous avez comme règle d'avoir toujours vos instances qui sont taguées avec tel ou tel tag, vous pouvez taguer vos instances là. Et puis, on donne cette classe aux autres développeurs qui, eux, quand ils veulent construire une instance, eh bien, ils peuvent utiliser mon objet EC2, ma construct EC2 que je viens de faire, et plutôt que passer des chaînes de caractères, ils peuvent passer une image de type Amazon Linux Image, ils peuvent passer une instance type
de type instance type. Pour le subnet, ils n'ont pas besoin de s'ennuyer à se souvenir qu'il faut passer le subnet ID. Ils donnent juste l'objet, la variable subnet. Même chose pour le rôle, même chose pour le user data. Ça permet d'avoir toute une série de vérifications qui seront faites au niveau de la compilation pour s'assurer que ce code est correct. Et donc, ça va faciliter la vie des développeurs qui vont utiliser cette classe EC2 de plus haut niveau. Donc ça, c'est un exemple de construct que j'aurais créé moi-même. Alors, comme c'est du code, ben, on peut le mettre dans des pipelines de déploiement. Alors ça, c'est notre console code pipeline avec un get from source, un build, un deploy. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait mettre aussi des phases de test là-dedans avec du CFN-lint, avec du taskcat ou avec d'autres outils dont je vais parler dans une minute pour faire des tests unitaires de script CDK. Ce pipeline-là, que vous voyez, c'est de l'infrastructure aussi. Donc, il peut être aussi créé avec le CDK. Vous n'allez pas le créer à la main. Donc, on peut créer des pipelines de déploiement avec le CDK. Par exemple, je définis ici une action source qui est de détecter un changement sur GitHub. Notez que je ne mets pas le mot de passe ou le token qui permet de me connecter à GitHub. Je référence une valeur qui est dans Secret Manager pour faire ça. Je définis une phase de build, un build project. Je définis les permissions de mon action de build. Ce build, il aura accès à quoi? Il doit au moins avoir accès au container repository, dans mon cas, si je veux déployer des containers. Je définis une action de déploiement en disant où est-ce que je veux déployer, sur quel cluster, etc. Et puis, je définis mon pipeline, qui est simplement la combinaison de mes différentes étapes, obtenir la source, faire le build, et puis faire les actions qui, dans ce cas-ci, est un déploiement. Donc, même votre infrastructure de déploiement de vos codes CDK peut être un template lui-même, peut être un pipeline qui est lui-même codé en CDK. Alors, comme on est en test, comme on est en code ici, on parle de Python, de TypeScript ou de tous les autres, ça veut dire qu'on peut faire des tests unitaires pour tester mon code CDK. Il y a un framework pour faire ça qui s'appelle JTest qui fonctionne bien avec le CDK. Et puis, il y a toute une librairie d'assertions qui est fournie par le CDK lui-même. Donc, des assertions, c'est pour valider des hypothèses que vous faites lors de vos tests. Alors, il y a 3 types de tests essentiellement. Il y a les snapshot tests où on laisse l'outil générer le template CloudFormation et puis après, on garde une copie de ce template CloudFormation comme un master, comme un snapshot. Et à chaque fois qu'on tourne le test, on compare le nouveau CloudFormation par rapport à l'initial. Alors ça, c'est bien quand on fait un refactoring d'une app pour être sûr que le code refactoré fonctionne exactement de la même façon que le code d'avant. Si on fait des changements qui sont intentionnels, je rajoute une ressource, je change un nom de ressource, etc., ces tests-là, ils vont échouer puisqu'on compare un nouveau template CloudFormation à un ancien. S'il y a une différence qu'elle est intentionnelle, elle va échouer. C'est pour ça qu'il y a aussi des fine-grained assertions, donc des assertions plus fines pour pouvoir tester spécifiquement si une ressource a été créée ou si une ressource a telle propriété ou telle propriété. Donc là, on fait ce genre de test quand on développe des nouvelles fonctionnalités, puisque tout le code qu'on ajoute va faire échouer le test snapshot. Ici, ça permet de vérifier que la ressource a été créée comme je le souhaite, avec les bonnes propriétés que je souhaite. Il y a aussi des tests de validation pour valider les paramètres qui sont reçus. Ça, c'est plutôt un fail fast. Vous savez, c'est toujours bien d'échouer rapidement quand quelque chose ne va pas. Donc, c'est pour valider les paramètres en entrée, pour s'assurer qu'il y a bien une erreur qui soit levée si on passe des mauvaises données à mon template CDK. Alors, regardons quelques exemples de tests. Pour un test conforme à un snapshot, j'importe AWS CDK Assert et j'importe mon code à tester qui est dans la directory lib ici, le dead letter queue. Donc, le dead letter queue, c'est une file d'attente qui reçoit des messages en erreur. Et je crée un test qui s'appelle DLQ, dead letter queue creates an alarm. Je crée mon stack. Dans ce stack, je crée un objet dead letter queue. Et puis, je teste par rapport au snapshot. Donc, j'utilise cette méthode send-utils to CloudFormation stack. Donc, ça va me générer un CloudFormation stack qui va être comparé à un snapshot. Donc, la première fois que vous allez exécuter ça, il va se dire, tiens, il n'y a pas de snapshot, j'en crée un. Et puis, toutes les autres fois après, il va comparer le CloudFormation
au snapshot. Donc pour exécuter ça, npm test, parce qu'ici je suis en TypeScript, mais donc c'est la librairie Jest qui est appliquée. Ici, l'exemple que vous avez à l'écran, c'est une première exécution. Donc le premier, c'est un snapshot written, et puis après, il va régénérer et comparer par rapport au snapshot. La première fois, ça marche évidemment. Ce sont les fois suivantes que ça pourrait ne pas marcher. Si vous faites ça, vous verrez dans votre répertoire test, vous avez une directory cachée, enfin semi-cachée avec des underscores devant et derrière snapshot, où il y a les snapshots qui sont là, donc le dead letter queue test, tst snap, c'est mon snapshot. Vous pouvez faire un clean de ça pour le forcer à régénérer des snapshots si vous en avez besoin. Imaginons que je change quelque chose dans ma librairie et je retourne mon test. Et bien quoi bien mon test va échouer. Ici, vous voyez à peu près au milieu de l'écran, il y a la ligne en vert qui est la nouvelle, la ligne en rouge qui était ce à quoi il s'attendait dans le snapshot. Dans ce cas-là, j'ai changé la description de la dead letter queue que j'étais en train de créer. J'ai rajouté XX, et donc ce n'est plus conforme au snapshot et le test échoue. Et donc, si je veux un contrôle plus fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser le fine grain test. Ici, deux exemples. Un exemple où je crée une queue SQS et je vérifie à la fin du premier test en haut de l'écran que le stack a bien la ressource de type AWS SQS queue. Dans le second test, je vérifie aussi qu'il y a bien un topic qui a été rajouté dans mon stack set. Donc, ces tests-là vérifient la présence de certaines ressources. On peut même aller sur certains attributs pour vérifier que votre code crée bien des ressources auxquelles vous attendiez qu'on crée. Voilà, ça fait beaucoup de contenu. Des best practices pour CloudFormation, une introduction à CDK, et puis des best practices pour le CDK et comment on teste des scripts CDK. Voyons quelques démos pour créer, par exemple, une lambda qui consomme des messages qui viennent d'une queue. Donc, pour faire une infrastructure un peu comme ça, vous avez une queue, il y a des messages, il y a une lambda qui prend des messages dans la queue, et puis qui va écrire peut-être dans DynamoDB ou qui va écrire dans les logs. Donc, le code de la fonction lambda, il est tout à fait standard. On a un handler qui log l'événement rentrant. Ça, c'est un best practice que je vous conseille quand vous développez en lambda, c'est toujours de loguer l'événement qui rentre. Comme ça, vous savez exactement le JSON qui a été passé à votre fonction lambda. Et ici, on voit dans le code, on crée un client DynamoDB, et puis il y a une boucle for qui boucle sur chaque record reçu en entrée, parce qu'il peut y avoir plusieurs messages dans la queue qui sont passés d'un seul coup à la fonction lambda. Et pour chacune, on appelle DynamoDB put, qui est l'API qui permet d'écrire dans DynamoDB. Le nom de la table vient d'une variable d'environnement qui s'appelle TableName. Et puis l'item qu'on écrit, c'est le message ID du record et le body tel qu'on l'a reçu de Lambda. Donc très très simple le code Lambda. Si je veux écrire un script CDK pour déployer cette infrastructure, eh bien dans mon script, je vais d'abord créer une queue. Et puis je vais créer une fonction Lambda qui a comme runtime Node.js, qui a comme code assets ma directory lambda dans mon projet. Donc là, automatiquement, il va aller zipper cette directory-là, et ça, c'est le code qu'il va déployer. Et puis, je lui donne le point d'entrée dans mon code, c'est le fichier index et la méthode handler. Alors, juste avoir la queue et la fonction tout seul, ça ne suffit pas, il faut encore mettre les deux ensemble, et puis il faut aussi donner des permissions à la fonction pour aller lire dans la queue, pour être invoqué à partir de la queue, et pour aller écrire dans DynamoDB. Oui, il faut une table dans DynamoDB aussi. Donc, la première ligne là au-dessus, elle rajoute un event source à ma fonction lambda. Donc, ça veut dire que la fonction lambda va être déclenchée quand il y a un message dans SQS. Donc, notez que je n'ai pas de code à écrire pour le polling ou des permissions à faire. Cette simple ligne met toute la mécanique en place pour que la fonction lambda soit appelée quand il y a un message dans la queue. La deuxième ligne, c'est pour créer la table DynamoDB. La troisième ligne, c'est pour rajouter une variable d'environnement à ma fonction lambda. Et je prends l'objet table qui a été créé juste avant et je prends l'attribut TableName. Donc, ça va être le nom de la table qui a été créée. C'est un nom qui est généré dynamiquement. Et je rajoute à ma fonction lambda la permission d'écrire dans la table. Pour ça, c'est un peu contre-intuitif. Il faut partir de l'objet table et dire grant write data to quelque chose. Et le quelque chose, c'est fn. C'est ma fonction lambda que j'ai créée avant.
Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quoi? C'est 10-15 lignes de code et encore, on peut enlever les commentaires pour créer cette infrastructure. Pour déployer, je tape CDK deploy. Il va me mettre en vert et en rouge tous les changements qu'il va faire dans mon infrastructure. Si je suis d'accord, j'appuie sur Yes. J'attends un tout petit peu. Ça prend une minute ou deux dans ce cas-là. C'est pas très, très long. Pendant ce temps-là, il m'explique toutes les ressources qu'il crée, etc. Et puis, après quelques minutes, je peux aller dans la console de SQS. Je vois qu'il y a une queue qui a été créée qui s'appelle Demo01 queue. Je peux cliquer sur envoyer un message. Je mets un message JSON ici. Et puis, je vais dans la console DynamoDB et je vois qu'effectivement, il y a une table qui a été créée et que dans cette table, il y a un record qui a le body du message que j'avais passé juste avant dans la fonction lambda. Autre exemple, créer un cluster pour des containers Docker dans un VPC avec un load balancer, donc créer une infrastructure comme ça, un VPC avec un private subnet et le load balancer, un public subnet avec le load balancer, un private subnet avec un cluster AWS Fargate, donc c'est un cluster pour gérer l'orchestration de containers, mais sans gérer d'instances EC2 vous-même, en mode serverless. Alors, créer le VPC, vous l'avez déjà vu dans un slide avant. Ça crée un VPC dans 2 ASI avec private, public subnet, une NAT gateway, une Internet gateway. Créer le cluster, c'est super simple. On crée un objet cluster et on passe juste le paramètre VPC. Ensuite, on doit créer une référence vers le repository où se trouve mon image Docker. Donc ici, j'utilise ECR, Elastic Container Repository, donc où se trouve mon container, l'image du Docker que je veux déployer. Et puis, comme je l'ai dit avant, un cluster de containers avec un load balancer devant, c'est un construct CDK, c'est une design pattern qu'on a encapsulé pour vous. Donc, vous pouvez simplement créer un objet application load balancer Fargate service en lui passant juste 1, 2, 3, 4 paramètres, la référence du cluster qu'on a créé juste avant, l'environnement d'exécution de vos containers, donc une limite de mémoire et de CPU, et puis la référence vers le repository, vers l'image du container Docker que je veux déployer ainsi. Rebelote, CDK deploy, il me met en vert tout ce qu'il va me créer pour moi. On déploie. Cette fois-ci, ça prend un peu plus de temps, puisqu'il faut créer les VPC, etc. Donc ça, c'est un déploiement qui va prendre 5-10 minutes maximum. Et après, remarquez en bas, là en bleu, je ne sais pas si c'est très visible, noir sur bleu, mais on reçoit l'URL du load balancer. Donc je peux directement copier-coller ou même cliquer dans mon terminal et je me retrouve dans mon navigateur avec ma super application Docker, qui est un site web statique sur Nginx. Dernier exemple, démarrer une instance EC2, s'y connecter avec Session Manager et faire un Session Manager tunnel pour accéder à un serveur web privé qui tourne sur l'instance. Si vous avez une instance EC2 qui tourne dans un subnet privé, typiquement, vous ne pouvez pas y accéder de l'extérieur, pas en SSH. S'il y a un serveur web dessus, vous ne pouvez pas y accéder non plus. Donc, typiquement, on passait par SSH, faire un tunnel via un bastion, et puis faire un relais SSH vers l'instance dans le réseau privé. Avec System Manager, Session Manager, je suis toujours un peu perturbé par les noms de ce service. Donc AWS System Manager, Session Manager, vous pouvez créer une connexion pseudo SSH directement sur votre instance EC2, même s'il est dans un relais, dans un réseau privé. Ça veut dire qu'il ne faut pas installer de clé SSH, il ne faut pas que SSH tourne, il ne faut pas ouvrir de security group sur le port TCP, il faut juste installer l'agent SSM, System Manager, sur votre instance. Donc la config qu'on va créer là, c'est une config avec un VPC public-private. Dans le public, juste une NAT gateway. Et dans le private subnet, une instance EC2 avec un web server, mais privé, donc pas accessible depuis Internet. Et on va s'y connecter à travers un tunnel. Alors là, j'ai mis un tunnel SSH, mais en fait, c'est un tunnel SSM. Il ne faut pas SSH, donc il ne faut pas le port TCP, il ne faut pas de clé. C'est SSM, ce n'est pas SSH. Alors, créer l'instance EC2, je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Les seules choses spécifiques à faire en plus de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est d'assurer que l'instance ait un rôle qui lui donne les permissions d'appeler l'API de System Manager. C'est comme ça que l'agent pourra appeler l'API, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se connecter à cette instance, même si elle est dans un réseau privé. On a une manage policy pour ça, vous ne devez pas l'écrire, donc on rajoute simplement la manage policy qui s'appelle Amazon SSM Manage Instance Core.
Et puis dans le user data, je m'assure que c'est bien la dernière version de l'agent qui est installée. Donc je fais un yum install du RPM de l'agent et un restart pour être certain que ce soit la bonne instance de l'agent. Ensuite, je démarre mon serveur Nginx. C'est le même code que le code que je vous avais montré avant. Rebelote, CDK deploy, on attend un peu, et puis on voit que l'instance a été démarrée. Donc là, je suis dans un console EC2. Je vois bien qu'il y a une instance EC2 qui a été démarrée. Pour m'y connecter, je clique sur le bouton Connect en haut de la console. Il me propose les options de connexion avec SSH, avec Session Manager ou avec EC2 Instance Connect. Ici, je n'ai pas de SSH, je n'ai pas de Security Group qui me permet de me connecter à SSH, je n'ai pas de paire de clés installée sur cette instance. Donc, ma seule option, c'est Session Manager. Et si l'agent a démarré et que l'instance a les bonnes permissions, eh bien, en cliquant sur SSM, je me retrouve dans une console web en tant qu'utilisateur EC2 et je peux voir qu'effectivement, j'ai mon process Nginx qui a bien été démarré sur cette instance. Alors, comment je m'y connecte à mon process Nginx? Ben, je reviens sur mon laptop, sur mon Mac, je vais rechercher l'instance ID. Alors, je pourrais avoir fait un copier-coller de la console tant que j'y étais, mais en bon DevOps, je tape AWEC2 Describe Instance avec quelques filtres et quelques queries magiques pour récupérer l'instance ID. Et puis, je tape AWS SSM Start Session sur cette instance ID avec le document qui s'appelle Start Port Forwarding Session et les paramètres 80 et 9999. Ça veut dire que la ligne de commande va ouvrir un serveur en localhost, donc sur mon Mac, sur le port 9999, et toute connexion qui rentrera sur ce port-là sera forwardée sur le port 80 de l'instance qui tourne dans mon réseau privé. Et effectivement, si j'ouvre un navigateur et que je tape localhost 99999, je vois bien la page par défaut de Nginx, et donc j'ai accès à ce serveur qui est dans un subnet privé. Ben voilà, ça c'était pour la partie démo. Bravo si vous êtes toujours là, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vais prendre vos questions dans quelques moments, dans quelques instants. Si vous essayez ces exemples ou n'importe quel exemple avec le CDK, n'oubliez pas non plus la commande CDK destroy qui va effacer, qui va enlever toute l'infrastructure que vous avez créée. Donc, s'il y a des instances EC2, elles vont être arrêtées et vous arrêterez de payer pour ces instances. Donc, c'est comme quand on quitte une pièce, on éteint la lumière derrière soi pour économiser l'énergie. C'est la même chose dans le cloud. Vous effacez les ressources dont vous n'avez plus besoin après avoir essayé. Je vous recommande un workshop qui s'appelle cdkworkshop.com, qui est écrit par les solution architectes qui vous baladent dans la plupart des exemples que je vous ai montrés. Il y a un workshop en TypeScript, en Python, en .NET et en Java, donc quel que soit votre langage de programmation préféré, vous avez ces workshops de 2 heures. Ça va bientôt être la période des vacances, c'est le bon moment pour passer 2 heures pour faire un dive deep dans le CDK. Donc, promettez-moi une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous abandonnez l'infrastructure as click et vous vous mettez à l'infrastructure as code, n'importe quel code, que ce soit du YAML, du TypeScript, du Python, mais que ce soit du code, que vous fassiez du test unitaire sur ce code et du déploiement continu de ce code. C'est tout pour moi. Pile à l'heure, 12h45. Je fais encore une toute petite page de pub. Si vous voulez en savoir plus sur AWS, j'anime un podcast en français. Il y a un épisode par mois environ, un peu plus pour le moment parce que c'est la période de la conférence reInvent. Donc, il y a un épisode par semaine qui résume les principales annonces qui sont faites pendant reInvent. Je n'ai pas mis de lien sur ce slide, mais vous prenez votre application de podcast préférée, favorite, et vous tapez podcast AWS en français, parce que si vous ne le mettez pas en français, vous allez trouver celui en anglais, ou en italien, ou en espagnol. Donc, podcast AWS en français, et on est sur toutes les apps de podcast. S'il y a une app de podcast où on n'est pas, dites-le moi, et je m'assurerai qu'elle soit ajoutée. Sinon, vous tapez dans votre moteur de recherche favori aussi, vous trouverez des pages web correspondantes avec la liste de tous les épisodes. Il y a presque 40 épisodes, 39 épisodes à ce jour, que vous pouvez vous mettre entre les 2 oreilles. J'espère que ce talk a été utile pour vous. Je vais prendre vos questions dans une seconde, mais avant ça, je vous demande de laisser votre commentaire et vos feedbacks, parce que c'est super important pour nous de savoir ce que vous pensez de ce type de talk. Est-ce que c'est utile pour vous? Comment est-ce qu'on peut les améliorer pour la prochaine fois? Donc, vous allez soit sur l'URL eventbox.dev et vous tapez le code 65YMR6Y, ou vous prenez votre smartphone et vous prenez une photo du QR code et il vous mènera sur cette page-là directement. Il est possible qu'on vous demande non pas une authentification, mais juste un
un CAPTCHA pour s'assurer que ce n'est pas un robot. Et puis, vous rentrez votre évaluation de façon anonyme et en principe, vous devriez recevoir un code de crédit de 25 $ que vous pouvez appliquer sur votre compte, AWS. Voilà, maintenant c'est vraiment le temps pour vous de poser vos questions. Je vais remettre le QR code à l'écran juste pour que vous ayez assez de temps de le voir. Mais sinon, Mathieu, dis-moi s'il y a des questions. Thomas, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Mathieu. Thomas, dis-moi s'il y a des questions. Pas de souci. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, on a 4 questions d'Arthur. Arthur était le plus actif sur le channel questions. Du coup, je vais te les poser dans l'ordre où il les a rédigées. Donc, la première, quelle différence entre CDK et une librairie Python comme Boto 3 ? Est-ce que CDK, c'est une librairie aussi maintenue par AWS ? Pas de souci, Arthur, tu ne monopolises pas les questions. Alors, Boto 3, c'est le SDK d'AWS pour Python. Donc, c'est une librairie qui colle d'assez bas niveau avec les API AWS et qui permet d'écrire du code pour créer de l'infrastructure ou modifier de l'infrastructure. Si tu écris ton script avec Boto 3 en Python, tu vas devoir écrire un script qui monte ton infrastructure, par exemple qui crée un réseau. Si tu veux effacer le réseau, tu vas devoir créer un autre script qui efface le réseau parce que l'ordre est important. Si tu veux modifier quelque chose, tu vas devoir écrire un autre script qui va lire les ID de réseau de celui que tu veux modifier et appliquer les modifications. Bref, c'est du code très séquentiel où tu donnes une séquence d'instructions à suivre. Tandis qu'avec le CDK, qui au final génère du CFN, tu décris l'infrastructure que tu veux. Tu dis, mon VPC, il doit être comme ça, avec tel attribut, tel autre. CDK va générer un CloudFormation. Et donc, non seulement ça permet de créer de l'infrastructure, mais ça permet de la modifier. Par exemple, si je veux passer de 2 à 3 zones de disponibilité dans mon VPC, je change juste la petite propriété qu'on avait vue à l'écran, là, max easy de 2, je passe à 3, je refais un CDK deploy, il va toucher à rien d'autre, juste à ça, il va me créer les subnets dans la 3e availability zone. Si je veux changer un type d'instance, par exemple, changer le hardware d'une instance, je change le type d'instance, je tape CDK deploy et il va uniquement arrêter cette instance-là, changer le type d'instance et la recréer. Il ne va pas toucher au reste de l'infrastructure, mes bases de données, les réseaux, etc. Donc, avec le CDK et CloudFormation, on est dans un mode descriptif, déclaratif. Je déclare ce que je veux et il se débrouille tout seul pour arriver à l'état que je veux. Avec le Boto 3, je suis en mode instructif où je donne des instructions, les instructions à suivre étape par étape. Et donc, c'est à moi, développeur, d'écrire les instructions pour créer, pour modifier, pour effacer l'infrastructure. J'espère que je suis clair. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Ça marche, merci. Donc, question suivante, lorsqu'on lance les tests avec Assert, comment être sûr que les ressources ne sont pas créées et facturées ? Est-ce que le code CloudFormation généré n'est que testé en local ? Alors, avec Task4, les ressources sont vraiment créées. Donc là, je viens sur CloudFormation. Donc là, vous payez. Les tests vous coûteront un petit quelque chose. Vous allez payer pour les quelques minutes où une instance EC2 est démarrée, par exemple. Avec JTest de CloudFormation, il travaille sur le template. Donc, il vérifie les ressources sur le template. Il ne va pas exécuter ce template dans le cloud. Donc, les ressources là ne sont pas créées. Et donc là, ça ne vous coûte rien. Ok. Question suivante. Est-ce que utiliser AWS CDK ne nous verrouille pas avec AWS? Alors qu'utiliser les librairies IAC permettant de parler à plusieurs clouds permet une portabilité accrue. Ouais. Exemple, Boto 3 qui a du support pour les Custom Endpoint S3 ou Apache libcloud pour 30 providers et 6 API principales. Alors, CDK est ouvert, il est construit de façon modulable et rien n'empêche d'avoir un jour un provider CDK qui ne soit pas AWS. Pour le moment, CDK génère du CloudFormation, donc il est lié à CloudFormation et donc lié à AWS. Mais je sais qu'on est en train de travailler sur d'autres choses. Je ne peux pas donner trop de détails pour le moment, mais on travaille sur d'autres choses. On pourrait imaginer de faire du CDK sur
sur d'autres infrastructures cloud. Techniquement, c'est possible. L'infrastructure du CDK, l'architecture du CDK le permet. Mais je voudrais élargir un tout petit peu la question et revenir sur cet aspect multi-cloud qui me touche personnellement beaucoup, où je pose toujours la question quand un client me pose la question, oui, mais je voudrais faire du multi-cloud pour ne pas être loqué, verrouillé sur un tel, que ce soit AWS ou un autre d'ailleurs. Et à chaque fois, je pose la question, oui, mais quel est le coût de ce multi-cloud par rapport aux bénéfices que vous allez en tirer? D'abord, pourquoi vous voulez le faire? Est-ce que c'est pour une question philosophique? Là, je ne vais pas débattre avec vous. Est-ce que c'est pour une question de temps d'indisponibilité? Vous avez vu, il y a 2 semaines, il y a une petite interruption de service côté AWS. Il y en a eu une autre hier chez Google. Donc, tous les cloud providers ont des petits moments d'interruption de service, mais souvent, ces moments se comptent en minutes sur une année. Est-ce que l'effort que vous allez faire pour être en multi-cloud vaut la peine de cette minute de disponibilité que vous aurez en plus? Et la réponse dépend, ça dépend de vos applications. Ça dépend de l'effort que vous voulez mettre dedans. Je rappelle que chez AWS, et les autres probablement également, mais chez AWS, vous êtes propriétaire de vos données, vous pouvez sortir vos données à tout moment, que ce soit sur S3 ou dans les bases de données. Donc, il n'y a pas de lock-in sur AWS. Il y a un coût de migration. Oui, si vous voulez migrer sur AWS, il y aura un certain effort. Et donc, la question, c'est, de nouveau, quel est le risque que vous voulez, contre lequel vous voulez prémunir en tant que CIO? Peut-être vous devez prévoir un plan de sortie de votre cloud provider si jamais il y a une attaque de zombies et AWS arrête le business. Okay. Vous devez avoir un plan de contingence. Est-ce qu'il faut exécuter ce plan de contingence? Peut-être pas, savoir combien ça coûte, comment faire et l'avoir de près. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à déployer en multi-infrastructure? AWS c'est quelque chose d'autre, ou quelque chose d'autre et quelque chose d'autre. Là, je ne prêche pas pour AWS spécifiquement, c'est exactement le même raisonnement pour tous les cloud providers. Je ne suis pas convaincu. Je pense que pour la plupart des applications, le coût d'aller en multi-cloud ne vaut pas la chandelle, le bénéfice que vous pourrez en retirer, quel que soit le risque contre lequel vous essayez de vous prémunir. J'espère avoir été clair aussi. J'entends beaucoup de poup, 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 donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ah non, c'est d'autre chose. Je t'écoute, Ça Thomas. échange sur le chat. Ouais, donc question suivante, si on a le temps, donc oui, on a encore un peu le temps. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le support de Terraform dans CDK? Pas beaucoup parce que j'ai jamais essayé et ne le dites à personne, mais je connais pas bien Terraform. J'ai enregistré un podcast, il n'est pas encore publié, il sera publié en janvier probablement avec un de mes collègues qui travaille pour HashiCorp qui explique ça en détail. Non, je peux pas expliquer. Allez dans Google, tapez AWS CDK Terraform et je suis certain que vous allez trouver des tas d'exemples et la doc qui vous permet de bien démarrer avec CDK et Terraform. Ça marche. Et donc, une dernière question de Jérôme, qui utilisait les nested stacks pour faire de la visualisation avec CloudFormation. Et s'il comprend bien, CDK remplacerait cette stratégie. Attends, parce que je ne t'ai pas écouté, je regardais le chat, je vois qu'Arthur a posté le lien, merci Arthur, sur la page de démarrage, comment commencer CDK et Terraform. Donc, c'est dans le chat, vous pouvez cliquer sur le lien. Merci Arthur. Pardon Thomas, tu peux répéter. C'est bon. Donc oui, une dernière question de Jérôme, qui utilisait les nested stacks pour faire de la factorisation avec CloudFormation. Et s'il comprend bien, CDK remplacerait cette stratégie. Pas remplacé, mais CDK a aussi le concept de nested stack, en tout cas de multi-stack. Donc, le top level, l'élément top level dans CDK, c'est une application, c'est le point d'entrée de l'exécution de votre code. Et dans cette application, vous pouvez créer plusieurs stacks. Alors, dans tous les exemples, c'est souvent un stack. Si vous allez sur, je crois que c'est sur mon GitHub, Sebsto, S-E-B-S-T-O, vous allez trouver des exemples multi-stack également, où dans l'app, je crée un stack réseau, un stack back-end, base de données, un stack front-end, etc. Et donc, c'est une stratégie pour découper son script CDK en plusieurs programmes, en plusieurs librairies indépendantes les unes des autres. Ok, on en a fini pour les questions. Cool, bah merci à ceux qui ont
participer activement dans le chat en répondant, en discutant l'un l'autre à vos questions, en postant des liens également vers les éléments dont on parlait, notamment le CDK et Terraform, le CDK et les Nested Stack. Ah oui, et CDK pour Kubernetes aussi, j'ai oublié celui-là. Donc ça, c'est un projet open source qui permet de faire du CDK pour Kubernetes. Le lien est dans le chat. J'ai oublié de dire, CDK est open source, donc tout est sur GitHub. Et vous pouvez contribuer. Il y a beaucoup de gens qui contribuent. Contribuer, c'est pas nécessairement du code. Ça peut être faire des rapports quand il y a des choses qui plantent, nous le faire savoir, rentrer des issues, faire des change requests pour la documentation, des choses comme ça. Le niveau de contribution à l'open source n'est pas toujours d'écrire du code. Il y a plein de choses à faire. Nous rapporter des erreurs, nous donner votre feedback. Le roadmap se fait en open également sur GitHub. Donc les features sur lesquelles ils travaillent, la priorité, tout ça c'est ouvert, c'est disponible sur le GitHub de CDK que je cherche super rapidement. Voilà, c'est github.com/AWS et puis /AWS-CDK. Ça marche. Ouais, Sébastien, merci beaucoup. Avec plaisir. Je reviendrai. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le replay sera disponible sur francedevops.fr. Et en effet, très certainement, Sébastien aura l'occasion de revenir sur 2021. On diffusera tout ça. Merci et à bientôt. Merci et bonne fête de fin d'année à tous. Bye bye, bonne fête.